Nous sommes en 1964, dans une salle d'audience de Pretoria. Un homme se lève face à ses juges. Il sait qu'il risque la peine de mort, mais au lieu de supplier, il prononce ces mots qui résonneront dans l'histoire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre. C'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Cet homme s'appelle Nelson Rolihlahla Mandela. Quelques semaines plus tard, il sera envoyé dans une cellule minuscule sur une île battue par les vents. Il y restera 27 longues années. 27 années qui auraient pu briser n'importe quel être humain. Mais lorsqu'il en ressortira, ce n'est pas un prisonnier fatigué que le monde verra. C'est un leader, un président, un symbole universel de paix et de réconciliation. Et avant de plonger dans ce récit, je veux prendre un instant pour vous parler. Vous avez peut-être remarqué mon absence ces derniers mois. J'ai pris du recul, le temps de me recentrer, de réfléchir et surtout de revenir avec des histoires encore plus fortes. Car ce podcast n'est pas seulement une série de récits historiques, c'est un voyage que nous faisons ensemble. Merci d'avoir attendu, merci d'être toujours là. Et si tu n'es pas abonné, c'est l'occasion de le faire. Et pour ce retour, il fallait frapper fort. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur les pas de Madiba, un voyage qui commence loin des projecteurs, dans un petit village d'Afrique du Sud, bien avant que son nom ne devienne synonyme d'espérance. Imaginez les collines vallonnées du Transkei en Afrique du Sud au début du XXe siècle. Un ciel bleu immense, des huttes rondes aux toits de chaume et les enfants qui jouent pieds nus dans la poussière rouge. C'est là, en juillet 1918, qu'un enfant voit le jour, Rolihlahla Mandela. Son nom signifie celui qui arrache une branche d'arbre, ou plus librement, le fauteur de troubles. Un nom qui sonne comme une prophétie. Rolihlahla grandit au sein du peuple Xhosa, dans une communauté où la solidarité est une loi, où chaque décision se prend collectivement au feu du soir. Il écoute les anciens conter l'histoire de grands rois et de guerriers qui ont résisté aux colons européens. Ces récits nourrissent en lui une conviction simple mais puissante. La liberté est une richesse qu'on doit défendre coûte que coûte. Mais derrière la beauté de son enfance, une ombre plane déjà. L'Afrique du Sud, dominée par une minorité blanche, s'organise pour priver les Noirs de tout pouvoir. Des lois séparent les terres, les écoles, les emplois. Les humiliations se glissent partout. Un Noir ne peut pas marcher sur le même trottoir qu'un Blanc, ni espérer être jugé équitablement devant un tribunal. Le jeune Mandela ne comprend pas encore l'ampleur de cette injustice, mais il en ressent déjà la douleur. À l'âge de 7 ans, il va à l'école pour la première fois. C'est là qu'il découvre une autre forme d'effacement. Son institutrice, suivant les règles coloniales, décide que son prénom Xhosa, Rolihlahla, est trop compliqué. Elle lui attribue un nom anglais, Nelson. Ces détails, en apparence anodins, symbolisent tout un système qui efface les cultures africaines pour imposer la norme occidentale. Mandela garde ce prénom, mais jamais il n'oubliera le jour où son identité fut amputée d'un trait de plume. Adolescent, il intègre le Hilldown College, un établissement méthodiste réservé aux jeunes noirs. La discipline y est stricte, presque militaire. On y forme les élèves dociles, destinés à servir dans une société où les blancs dominent. Mais Mandela a soif de liberté. Un jour, il prend part à une grève étudiante pour protester contre les conditions de vie imposées par l'administration. Un geste audacieux et lourd de conséquences. Il est renvoyé. C'est sa première confrontation directe avec l'autorité. Il découvre à la fois le prix de la rébellion et la saveur de la résistance. Peu après, la mort de son père bouleverse sa vie. Mandela est envoyé vivre chez le chef du peuple Tembu. Là, il découvre un autre monde, celui de la politique tribale, des débats, des négociations. Chaque soir, il observe les chefs discuter, parfois jusqu'au lever du jour pour trouver un consensus. Il comprend alors que le pouvoir n'est pas seulement une question de force, mais une question de persuasion, de vision et de parole. Il n'est encore qu'un adolescent, mais déjà, les graines de son destin sont plantées. Nous sommes au début des années 40. Johannesburg, capitale économique de l'Afrique du Sud, grouille de mineurs, d'ouvriers et de passants pressés. C'est là que Nelson Mandela, jeune homme du Transkei, débarque avec une idée en tête. Changer de vie. Tout d'abord, il travaille comme gardien de mine, puis clerc d'avocat.
Il découvre la brutalité d'un système raciste institutionnalisé. Les Noirs doivent porter un pass, ce carnet d'identité infamant qui conditionne chacun de leurs déplacements. Sans ce document, il risque l'arrestation immédiate. Mandela décide alors de reprendre ses études et se forme au droit. En 1952, avec son ami Olivier Tambo, il fonde le premier cabinet d'avocats noirs de Johannesburg. Dans leur bureau modeste, des files d'hommes et de femmes se pressent chaque jour, venus chercher justice face aux humiliations quotidiennes, expulsions, violences policières, discrimination à l'emploi. Mandela écoute, conseille, défend, mais il comprend vite que les tribunaux contrôlés par les Blancs ne suffiront pas à briser les chaînes de l'oppression. C'est dans ce contexte qu'il rejoint l'ANC, le Congrès national africain. Fondé en 1912, cette organisation avait pour but d'unir les Noirs d'Afrique du Sud dans la lutte pour l'égalité et la citoyenneté. Mais Mandela et une nouvelle génération de militants, impatients et audacieux, jugent l'organisation trop passive. En 1944, ils participent à la création de la Ligue de jeunesse de l'ANC. Leur slogan, action, discipline, unité, autarcie. Leur objectif, transformer l'ANC en un mouvement de masse prêt à défier le pouvoir blanc. En 1948, un événement vient bouleverser l'histoire. Le Parti national, dominé par les Afrikaners, les Blancs sud-africains, arrive au pouvoir et instaure officiellement l'apartheid. Un mot froid, presque administratif, mais qui cache une violence implacable. Les lois se multiplient. Interdiction des mariages mixtes, ségrégation stricte dans les transports, les plages, les écoles. Des quartiers entiers de populations noires sont rasés pour laisser place à des zones exclusivement blanches. Les Noirs deviennent des étrangers dans leur propre pays. Mandela observe indigné et il choisit. Il ne sera pas spectateur, il sera acteur. Sous son impulsion, l'ANC organise la campagne de défiance contre les lois injustes. Des milliers de volontaires refusent d'obéir aux règles ségrégationnistes. Ils s'assoient sur des bancs réservés aux Blancs, brûlent leurs passes, défient l'autorité. Mandela devient l'un des principaux organisateurs. Pour la première fois, il goûte à la puissance de la désobéissance civile. Mais il goûte aussi à la répression, arrestation, procès, peine de prison. Au milieu de cette effervescence, sa vie personnelle se transforme. Marié une première fois avec Evelyn Mays, une infirmière, Mandela fonde une famille. Mais ses absences constantes, ses activités politiques clandestines et la pression de la police finissent par éroder leur union. En 1958, le couple divorce. Peu après, il rencontre une jeune travailleuse sociale charismatique et déterminée, Winnie Madikizela. Entre eux, c'est une étincelle immédiate. Elle devient sa compagne, son alliée et bientôt une figure incontournable de la lutte. Nelson Mandela n'est plus seulement un avocat ou un militant local. Il est en train de devenir la voix d'un peuple brisé par l'apartheid, un homme prêt à sacrifier sa liberté et même sa vie pour la dignité des Noirs. « 21 mars 1960. La petite ville de Sharpeville, près de Johannesburg. Des milliers de Sud-Africains noirs se rassemblent pacifiquement pour protester contre la loi du pass. Hommes, femmes, jeunes, tous réclament la liberté de circuler dans leur propre pays. La police encercle la foule. Les manifestants chantent, puis soudain. Quand le silence retombe, 69 personnes sont mortes. La plupart ont été abattues dans le dos. Le massacre de Sharpeville choque le monde entier. Et pour Nelson Mandela, c'est un tournant. La lutte pacifique telle qu'il l'avait pratiquée jusqu'ici semble vouée à l'échec. Alors, en 1961, il prend une décision historique. Il fonde avec ses camarades l'Umkhonto we Sizwe, désolé pour la prononciation, qui signifie la lance de la nation, branche armée de l'ANC. Leur objectif n'est pas de tuer, mais de frapper les symboles du pouvoir blanc, lignes électriques, installations militaires, bâtiments publics. Dès lors, Nelson Mandela devient l'ennemi public numéro 1 de l'État sud-africain. Il vit caché, se déplace sous de faux noms, multipliant les réunions clandestines. La presse le surnomme le Black Pimpernel insaisissable. À ses côtés, Winnie Mandela fait preuve d'un courage exceptionnel. Fouilles, intimidation, surveillance constante, elle subit tout, mais ne cède pas. Quand Nelson disparaît pour des semaines, elle tient la maison, élève leurs 2 filles et surtout devient sa messagère et son relais auprès des militants. Mais derrière cette force, Winnie vit l'angoisse de chaque coup à la porte, de chaque voiture suspecte. Elle sait que l'arrestation de son mari est inévitable. Nelson Mandela quitte même le pays clandestinement pour chercher du soutien à l'étranger.
Il rencontre des leaders africains fraîchement indépendants comme Nasser en Égypte ou Belbella en Algérie. Il s'entraîne militairement auprès du FLN algérien qui vient de vaincre la colonisation française et veut ramener ce savoir-faire au service de la libération sud-africaine. Mais en 1962, la traque s'intensifie. Mandela est arrêté, accusé d'incitation à la grève et sortie illégale du pays. Il est condamné à 5 ans de prison. À peine enfermé, de nouvelles preuves surgissent. Mandela, déjà détenu, est inclus dans le procès de Riviera avec d'autres dirigeants. Le monde retient son souffle. La peine de mort plane sur les accusés. Lors de son procès, il assure sa propre défense et prend la parole. Sa voix résonne dans le tribunal. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique, où toutes les personnes vivent ensemble en harmonie avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Un silence glacé s'abat. Le tribunal hésite. Nelson Mandela échappe à la pendaison, mais il est condamné à la prison à perpétuité. En 1964, il est envoyé sur l'île-prison de Robben Island, un rocher isolé, battu par les vents, où les prisonniers sont soumis aux travaux forcés dans une carrière de chaux. Les gardiens blancs humilient les prisonniers. Nelson Mandela passe ses journées à casser des pierres, ses nuits dans une cellule minuscule, sans lit ni eau courante. Les lettres de Winnie lui sont confisquées ou censurées. Les visites sont rares, froidement surveillées. Le pouvoir espère qu'il mourra là, oublié. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Mandela devient le symbole vivant de la résistance. Son nom circule clandestinement en Afrique du Sud et bientôt partout dans le monde. Robben Island devient l'univers de Nelson Mandela. Chaque jour, il casse la pierre blanche qui brûle ses yeux sous le soleil. Les prisonniers politiques n'ont pas le droit de parler entre eux. Mais Nelson Mandela trouve toujours un moyen. Un mot murmuré dans la cour, un regard échangé dans la carrière. Et surtout, il transforme la prison en école politique. Il enseigne, il débat, il forme les jeunes militants incarcérés. On surnomme bientôt Robben Island l'université Mandela. À l'extérieur, Winnie devient son écho. Traquée, harcelée, emprisonnée elle aussi à plusieurs reprises, elle refuse de se taire. Devant les journalistes, elle proclame « Vous pouvez emprisonner l'homme, mais vous ne pouvez emprisonner l'idée ». 16 juin 1976, Soweto, immense township noir près de Johannesburg. Des milliers d'élèves descendent dans les rues, en uniforme scolaire, pour protester contre une loi imposant l'afrikaans, une langue germanique issue du néerlandais, comme leur langue d'enseignement. La police ouvre le feu. Des centaines de jeunes tombent. La photo du petit Hector Peterson, 12 ans, porté par un camarade ensanglanté, fait le tour du monde. Soweto devient un symbole. La jeunesse noire dit non à l'apartheid au prix de son sang. Depuis sa cellule, Nelson Mandela apprend la nouvelle. Il serre les poings. Un an plus tard, en 1977, une autre tragédie secoue le pays. Steve Biko, jeune leader du Black Consciousness Movement, est arrêté, torturé, puis laissé nu et agonisant sur le sol d'une cellule. Il avait 30 ans. Steve Biko incarnait la fierté noire. L'idée que la libération commence dans les esprits. Au fil des années, Nelson Mandela devient le prisonnier le plus célèbre de la planète. En Europe, en Amérique, en Afrique, des voix s'élèvent. Des artistes comme Miriam Makeba, Hugh Masekela, Stevie Wonder, Peter Gabriel chantent pour sa liberté. Le slogan Free Nelson Mandela envahit les stades, les concerts, les manifestations. Les sanctions économiques commencent à tomber contre Pretoria. Même les grandes multinationales subissent la pression. Et pourtant, Nelson Mandela reste enfermé. Le pouvoir blanc espère encore l'épuiser, l'effacer. Au fil du temps, sous la pression internationale, ses conditions de détention s'assouplissent. Il est transféré de Robben Island à Pollsmoor, puis à Victor Verster. Il obtient une petite maison surveillée pour recevoir davantage de visites. Mais une chose ne change pas. Il refuse les compromis. À plusieurs reprises, le gouvernement lui propose la liberté en échange de renoncement à la lutte armée. À chaque fois,
Mandela répond non. « 11 février 1990. Après 27 ans de captivité, Nelson Mandela franchit les portes de la prison de Victor Verster. À ses côtés, Winnie, main dans la main. Devant lui, une foule immense, des caméras du monde entier et un peuple qui retient son flou. Son premier geste est simple. Lever le poing. Un poing fermé. Plein de détermination. Et il tient le discours suivant. Je me tiens ici, devant vous, non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur, le serviteur du peuple. La libération de Nelson Mandela ne signe pas la fin immédiate de l'apartheid. Le pays reste au bord de l'explosion. Violence, assassinat, tensions intercommunautaires. Mandela rencontre alors le président blanc, Frédéric de Klerk. Deux ennemis que tout oppose, mais que l'histoire oblige à dialoguer. Les négociations sont longues, tendues, mais elles aboutissent. En 1991, l'ANC est légalisée. Et en 1994, les premières élections libres et multiraciales sont organisées. Mandela et de Klerk recevront ensemble le prix Nobel de la paix en 1993. 27 avril 1994. Des files immenses s'étendent devant les bureaux de vote. Noirs, blancs, métis, indiens. Pour la première fois, tous votent ensemble. Le verdict tombe. Nelson Mandela était le premier président noir d'Afrique du Sud. Beaucoup attendaient des représailles, mais Nelson Mandela surprend. Il appelle à l'unité, tend la main aux anciens oppresseurs. Avec l'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix lui aussi, il met en place la commission Vérité et Réconciliation. Les bourreaux viennent y confesser leurs crimes en échange d'amnistie. Un pari fou, remplacer la vengeance par la vérité. Il comprend que l'Afrique du Sud a besoin de symboles puissants pour se réconcilier. Le rugby, sport historiquement associé aux Blancs Afrikaners, devient son outil. Mandela surprend le pays en enfilant le maillot des Springboks lors de la Coupe du Monde. Ce geste, simple mais chargé de sens, montre à ceux qui craignaient la revanche que son projet est bien celui d'une nation unie. Et lorsque l'Afrique du Sud soulève le trophée, ce n'est pas seulement une victoire sportive, c'est un peuple qui, l'espace d'un instant, se découvre capable de vibrer. La présidence de Nelson Mandela s'achève en 1999. Mais il reste jusqu'à sa mort en 2013 une figure morale universelle. Nelson Mandela n'était pas un saint, il le disait lui-même. Il était un homme avec ses failles, ses colères, ses espoirs. Mais il a prouvé qu'un seul homme pouvait incarner la lutte d'un peuple et qu'une seule vie pouvait changer le destin d'un continent. Alors aujourd'hui, plus de 10 ans après sa mort, son héritage nous interroge. Sommes-nous capables à notre tour de résister à l'injustice sans perdre notre humanité? Sommes-nous prêts à bâtir des ponts, même là où la haine semble plus facile? Si cet épisode vous a touché, si l'histoire de Mandela vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner à Portrait d'Ébène. Laissez un avis ou partagez ce podcast autour de vous. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui ont marqué notre histoire. À bientôt sur Portrait d'Ébène.